Madame Beignet mène une carrière consacrée à la protection sociale, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Auparavant, tu étais passée par le cabinet de du professeur Agnès Buzyn, Oui. c'est ça? Et aujourd'hui, tu es experte en protection sociale auprès de la Commission européenne, dans le pilotage de projets de coopération internationale, notamment avec l'Afrique. Mais pas que. Mais pas que. J'attendais, c'était une ouverture, je sais que tu voyages beaucoup. Afrique, Caucase et Moyen-Orient, et bien entendu l'Europe également. C'est bien ça. entendu. Et tu es aussi quelqu'un qui produit beaucoup, qui est top boy sur LinkedIn, qui publie régulièrement des articles. Et ton dernier ouvrage s'appelle Innovation et prévention en santé, qui est un ouvrage de référence qui est consacré aux réalisations concrètes des territoires. Exactement. Et enfin, la dernière phrase, j'aime beaucoup. Tu plaides en faveur d'un virage préventif et surtout, ça va plaire à Jacqueline, je crois, et interministériel. Absolument. On en parlera tout à l'heure. La parole est à toi, Anne. Merci beaucoup, Hicham. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Je ne remercie pas mon collègue Vincent, qui ne m'a pas facilité la tâche comme il l'avait promis. Avec moi, on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus... on va revenir finalement dans la vie de tous les jours. Je vais dire ça concrètement. Donc, aujourd'hui, en fait, pour ce panel, ma priorité, c'était vraiment de parler de vieillissement pas comme d'une fatalité, finalement, mais de la longévité. Excusez-moi. Juste pour information, j'ai eu une crise d'épilepsie il y a 2 jours. Je suis en petite rémission, on va dire. Non, mais si vous voyez que je bug, c'est tout à fait normal et je vous prie de m'excuser. Donc, j'en étais. Voilà. Donc, de ne pas voir le vieillissement comme une fatalité, mais finalement de voir la longévité comme une construction active. Et c'est là où nous sommes véritablement à un tournant démographique majeur, puisque l'on sait qu'on est sur une explosion de personnes qui vont avoir de plus de 65 ans dans les années 2025 et de plus de 80 ans, et bientôt aussi des centenaires qui seront par centaines. Donc tout ça nous amène en fait à revoir nos politiques de santé, devrait nous faire revoir nos politiques de santé pour vraiment en faire un défi décennal. On a fait en effet un colloque le 23 janvier dernier, et c'était d'ailleurs le titre, Prévention en santé, un défi décennal, parce que ce n'est plus une question de quelques années, c'est vraiment une vraie stratégie qui se fait sur le long terme. L'enjeu pour moi de cette deuxième édition, c'était de définir comment construire un système de santé qui ne se contente pas de réparer, mais qui préserve activement le capital biologique des personnes. Donc, je vous laisse, vous verrez, il y a quelques informations que je ne vais pas forcément lire, donc il faut vous écouter et regarder, et je vous en remercie beaucoup. Je passe en dessous. Donc, au niveau du paradigme actuel, c'est celui, donc, bien entendu, on n'arrête pas de le répéter depuis maintenant des années, d'une médecine relativement très, très basée sur le curatif, donc sur du soin réactif, et relativement fragmentée. Notre vision, c'est vraiment et une de nos consoeurs l'a dit, c'est vraiment de partir sur cette véritable santé primordiale, qui est une santé sociétale et qui doit être une santé interministérielle. Le ministère de la Santé ne doit pas être à lui seul le leader de la prévention. Pourquoi ? Parce que la prévention, elle est dans tout, de la naissance jusqu'au décès, dans l'éducation, dans le logement, dans le transport, dans l'environnement. Donc finalement, ce n'est pas qu'une question de santé et de ministère de la Santé. C'est pour ça que vraiment on insiste sur ce côté interministériel et de cette notion de santé primordiale, dont je salue ma consoeur qui en a fait part tout à l'heure. Le paradigme actuel, donc, c'est vraiment d'opérer cette transition vers une science du risque et de la prévention. Et ça, c'est vraiment le point fort. Cela implique bien évidemment donc, une mutation profonde afin de passer d'une gestion de la pathologie aiguë à la gestion du capital biologique. Cette vision, elle s'ancre donc dans cette santé primordiale, donc interministérielle. C'est le socle de la longévité, en tout cas pour nous, et agir sur les déterminants en amont, dès le milieu de la vie, pour éviter que le processus de fragilisation ne s'enclenche. Vous me dites si je vais trop vite. Donc,
comme vous le voyez là, c'est ce que je remettais, c'est agir avant que le facteur de risque arrive. Donc ça va de l'hypertension, de la sédentarité, la pollution et j'en passe. Contrairement à la prévention primaire qui gère que les risques, la santé primordiale, et là j'insiste beaucoup, préserve l'intégrité de l'écosystème de vie. Et c'est ça vraiment le point où l'on veut insister aujourd'hui. On ne prévient pas la chute au moment où le senior vacille, on la prévient 20 ans avant par l'urbanisme, l'activité physique, ou la qualité du bâti, donc du logement. Là, donc juste pour vous permettre de voir, donc la France est-elle championne du bien vieillir? Alors bon, c'est vrai que si on se regarde, on est tout au-dessus, on est plutôt pas mal, notamment plus pour les femmes, légèrement moins pour les hommes. Mais quand vous regardez, donc vous avez les années de vie en bonne santé, donc en orange, l'espérance de vie avec limitation d'activité en jaune pâle. Là, c'est vrai qu'en effet, on vieillit, oui. Longtemps, on vit longtemps, oui. Est-ce qu'on vieillit en bonne santé? Non. Ça, c'est un des gros enjeux. Donc, nous, en fait, ici, notre but aussi, par rapport à la slide d'avant, où je vous décrivais un petit peu, donc, par rapport à ça et à ça, en fait, il faut vraiment faire le lien. C'est qu'il faut vraiment adopter l'approche dont parlait le professeur Vincent Maréchal, c'est-à-dire l'approche One Health. Pourquoi ? Parce que la longévité n'est pas qu'une affaire de génétique ou de biologie individuelle. La longévité, elle est l'interaction constante entre l'individu et son environnement, donc l'exposome. Une politique de prévention efficace, elle doit intégrer la santé environnementale et sociale. Je dirais même sociétale, elle est sociétale. La santé primordiale, c'est finalement, j'ai envie de dire, le capital que nous devons protéger collectivement pour garantir un vieillissement soutenable à l'échelle de la population et pour notre système de santé, qui vieillit, qui coûte cher. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut se poser aussi les questions. Des questions parfois difficiles, et je ne vous cache pas, avec des tensions sérieuses avec nos collègues, notamment de Bercy, qui ont des fois du mal à comprendre une vision décennale, là où ils sont dans une vision purement ligne budgétaire et annuelle. Donc, et un sujet comme celui-ci, ce n'est pas du quinquennal, c'est du décennal. Alors, là, je suis désolée pour la pixelisation qui est absolument abominable. Vous allez quand même réussir à voir. Donc, c'était un petit peu... Donc, en fait, tout ça pour vous dire qu'on le voit bien, on est plutôt... alors, on est champion dans l'âge. En revanche, ceux qui vieillissent le mieux, je suis absolument navrée de la pixelisation, ça ne ressort pas du tout comme ça sur mon PPT, ce sont en fait les pays nordiques. Mais ça, on le savait déjà, nos champions de la prévention, Finlande, Norvège, Danemark, Suède, sont vraiment... Nous, on est en bleu pâle, donc finalement, on nous voit légèrement, je suis vraiment navrée encore, on nous voit vraiment plutôt sur le bas, donc en dessous de la ligne noire, donc ce qui montre en effet que, en tout cas, les politiques ne sont pas à la hauteur et ne répondent pas aux enjeux. Sur l'efficience, donc par rapport à ce point-là, c'est ici en fait que le bas blesse, j'ai envie de dire. Dans nos politiques publiques, les données sont sans appel. Pourquoi ? Parce qu'à un horizon de 4 ans, les programmes de prévention n'affichent pas d'impact, on va dire, significatif dans les variables économiques macro. Donc ça ne va pas plaire à nos politiques qui veulent des résultats immédiats, mais prévenir un investissement primordial sur le long terme, ce n'est pas avoir de retour sur investissement immédiat, certes, mais par contre, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'efficacité du programme. Mais ça souligne en fait le besoin de nouveaux indicateurs de valeur à intégrer dans nos politiques de santé. Donc ça, c'est un point vraiment qui est crucial. Pourquoi en fait cette question, elle est un peu, c'est un piège au final, parce que la structure de nos budgets de santé, ils sont annuels pour certaines lignes budgétaires pluriannuelles, mais c'est plus d'où pourquoi on se bat pour une pluriannualité du PLFSS notamment. Budget de finance de la loi de sécurité sociale pour ceux qui n'avaient pas, alors que la biologie du vieillissement obéit à une temporalité décennale. Donc là, en fait, on est à côté.
Donc c'est ça le gros souci. Si nous évaluons la prévention avec, voilà, je vous dis, des œillères et des lunettes de court terme, comme malheureusement j'ai pu le voir avec des collègues, et je ne les critique pas, hein, ils font leur job, en fait, nous concluons à une inefficacité. Or, techniquement, prévenir un investissement sur le long terme, ça vous rapporte quelque chose en effet de très positif, notamment sur des dépenses de consommation de soins, mais aussi sur une stratégie de préservation d'actifs, de gens en bonne santé. Et on parlera de la retraite tout à l'heure. Je crois que mon collègue est encore là. Oui, il se cache, mais je le vois. Donc, nous devons passer donc d'une compatibilité de flux à une comptabilité de stock, le stock d'un capital santé que nous constituons aujourd'hui pour éviter les faillites du système de santé de demain, c'est-à-dire dans une quinzaine d'années. Vous me dites si ça va trop vite. Là, alors, sur cette analyse, je vous ai mis plusieurs exemples d'études. Donc, on a plus sur les fragilités qui est corrélée, donc on a plus de dépenses ambulatoires, 1 500 € par patient. Je vous ai mis les références de toutes ces études avec qui, donc les personnes avec qui je travaille actuellement. Plus de recours aux soins hospitaliers, plus d'aide médicale sociale, mais je vais y revenir plus dans le détail par la suite. Je vous laisse en prendre compte. Donc, ensuite, on va aborder le côté microéconomie, la partie des aidants. Donc, celle-là est intéressante là. Là, celle-là, je vous l'ai déjà plus ou moins présentée, mais je vais continuer sur la partie donc aidants. Et la macroéconomie sur la partie marché du travail. Le but, il est de souligner que le système ne tient que grâce à des ressources, ne tient pas que grâce à des ressources invisibles ou épuisées. Pour que la prévention, elle fonctionne, nous devons changer notre unité de mesure de valeur, d'où les nouveaux indicateurs. Le premier point, c'est l'aide familiale, l'aidant. Dans nos modèles, on a tendance à considérer qu'une heure d'un aidant ne vaut pas une heure d'une aide ménagère. Voilà. Mais pour beaucoup, c'est un aidant, donc c'est pareil. Donc, mais là, il y a une erreur. Donc, c'est une erreur scientifique. Une heure d'aide familiale, elle est hétérogène. Elle dépend de la charge cognitive, de la nature de la relation et de la sévérité de la pathologie. Prévenir, c'est aussi mieux valoriser de ce côté invisible. Si nous ne soulageons pas l'aidant par une prévention donc proactive du senior, nous créons en fait un aidant qui va devenir un aidant presque victime du système, générant ainsi un second patient pour le système. Donc, ça peut être aussi bien psychologique, physique. Et là, c'est ça qu'il faut penser. J'ai envie de dire, le congé proche aidant, c'est très bien, mais il faut aller bien au-delà. Ensuite, le deuxième point, ça va être l'offre de soins professionnels, donc par rapport aux professionnels de santé. Du côté de nos collègues de l'OCDE, en fait, le comparatif, il est extrêmement brutal. La France, elle est en sous-densité de travailleurs du grand âge. Le chiffre qui m'interpelle le plus, c'est 1 an de travail dans ces conditions, donc d'un aide-soignant, d'une aide ménagère. Ça peut provoquer jusqu'à 9 mois de vieillissement biologique supplémentaire chez un professionnel. Donc, techniquement, nous consommons le capital santé de nos soignants pour maintenir celui de nos aînés. Nous sommes donc dans une situation où le système s'épuise à essayer de soutenir la longévité d'autrui au détriment de celle de ses propres agents. Est-ce que c'est pertinent ? Je ne le pense pas. L'attractivité n'est pas une question de salaire, c'est une question de santé publique professionnelle. Bien entendu que le salaire rentre en jeu, je ne dis pas le contraire. Mais ce modèle aujourd'hui que nous avons, il n'est pas durable. Investir donc dans les professionnels, c'est garantir que le système aura encore les bras pour porter donc cette longévité. Et nous voyons là, donc, attendez, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Nous voyons donc que l'efficience, ce n'est pas une question de ligne budgétaire, et ça c'est ce qu'on cherche à faire comprendre à nos collègues, mais c'est aussi de préservation des forces en présence, qu'elles soient familiales ou professionnelles. C'est cette vision intégrée qui nous amène à repenser notre modèle d'intervention. Nous sommes dans une situation où le système s'épuise à essayer donc de soutenir la longévité d'autrui au détriment de celle de l'autre. L'attractivité n'est plus qu'une question finalement
de sécurité sanitaire et également de sécurité du système en lui-même. Combien de temps, cher ami? Ok, nice, merci. Je vous fais passer là, donc c'était pour vous parler notamment. Donc, en fait, on se mobilisait essentiellement sur le modèle Crossman et le modèle aussi des ESPREV. Je vais vous parler du dispositif des ESPREV. C'est un dispositif donc, qui a été mis en place par le CH de Loos dans les Hauts-de-France et aujourd'hui qui couvre 96% des EHPAD de la région Hauts-de-France. Et c'est des unités mobiles de prévention des personnes âgées pour limiter donc, les chutes, la nutrition, le bucco-dentaire. Eux n'interviennent qu'auprès de leurs collègues professionnels dans les EHPAD. Et donc, pour vous dire, ça a démarré avec un budget de 215 000 euros. Aujourd'hui, ils ont un budget pérenne de 3 millions d'euros. Ils ont formé le Grand Est. Ils sont en train de former également la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a des expérimentations de territoire qui fonctionnent et avec en tout cas des retours sur investissement et une moyenne de chute qui, bien entendu, a dévalué. Donc ça, qui a été réduite. Donc ça, c'est vraiment un point très fort. Et je vous invite à suivre ces équipes d'ESPREV qui sont vraiment, en tout cas, d'un point de vue pour moi de la longévité et du bien vieillir, un modèle vraiment à suivre et à nationaliser même. Donc je vais passer... Voilà. Alors là, on se rapproche plus des coûts. Donc, on va regarder les chiffres. Une fracture, ça coûte, donc une chute, ça coûte entre 10 et 15 000 euros. En moyenne, c'est 12 000 en coût direct hospitalier. Le coût réel, il réside dans l'effet cascade. La fracture, elle est souvent le déclencheur d'une perte d'autonomie, parfois irréversible, et donc d'une institutionnalisation subie en EHPAD. Le coût social, il est alors multiplié par 3. Le plan national de prévention efficace ciblant les populations à risque permettrait, un plan, pardonnez-moi, il n'existe pas, je suis déjà dans le futur, moi, permettrait d'éviter 100 000 hospitalisations par an, donc je vous laisse imaginer le coût. C'est ce qu'on appelle donc la compression de la morbidité, vivre plus longtemps en réduisant au minimum la période de dépendance sévère. Et donc là, c'est ce qu'il va y avoir. Donc sur cette slide, je vous ai mis tous les chiffres. Et là, voilà, je vous ai un petit peu... donc vous voyez, ça fait le contexte. Donc dans le système hospitalier, donc 12 000 euros. Ça, c'est sur une étude qu'on avait faite. Ça permettait d'éviter donc 30 000 hospitalisations par an. En totalité, ce serait 100 000 si on avait un plan. On ferait une économie de 2 milliards. Ce qui n'est quand même pas rien. Et la chute est le déclencheur numéro 1 de l'attrait en EHPAD. Donc, d'où vivre en bonne santé, quand même, et un plan est vraiment nécessaire. J'accélère pour pouvoir finaliser. Alors pourquoi en fait le système y grippe à cause finalement de la complexité systémique. Les personnes éligibles ne sollicitent pas forcément, je vous passe cette slide-là, ne sollicitent pas forcément donc, les aides par découragement administratif. Donc ça c'est ce qu'on appelle nous dans protection sociale la lutte contre le non-recours aux droits. Et ça vraiment j'interpelle les professionnels et du social comme de la santé d'avoir en tout cas des connaissances sur ces domaines-là pour pouvoir aider des gens qui n'ont pas et qui devraient avoir droit à des aides mais qui ne les demandent pas. L'offre à domicile est totalement fragmentée, rendant le suivi finalement de la qualité des soins quasi impossible. Et pour que la prévention elle soit efficace, elle doit être simple et lisible. Le digital et l'innovation sociale doivent servir à briser ces silos et à réduire l'asymétrie d'information entre l'institution et le senior. Tout ça passe bien entendu par la littératie en santé, des politiques de prévention populationnelle sur des bassins de vie particuliers et une formation qui va aussi bien sur les professionnels du social que de la santé, mais également au-delà, l'éducation, au travail. Enfin, vraiment, c'est pour ça que je parle d'interministérialité. Voilà, donc là, c'est ce que je venais de vous dire. Le diagnostic structurel, il est sans appel. La France consacre donc 73% de ses dépenses au secteur des EHPAD, contre 52% pour la zone de l'UE et OCDE. Ce déséquilibre, en fait, il montre une faible intégration entre le médical et le médico-social.
Nous sommes en fait prisonniers d'un modèle institutionnel alors que la demande sociale et l'efficience économique plaident pour un virage domiciliaire massif. Et c'est ce que veulent les gens, c'est rester chez eux le plus longtemps possible. Ne pas répondre aux besoins de ces personnes fragiles à domicile, c'est finalement pour nous se condamner à gérer des crises en institution ou en urgence, avec des coûts exponentiels. Et puis, pas bien vieillir, on va être très honnête. Enfin, j'arrive donc sur ma conclusion. Je vous invite à suivre. Donc, pour moi, l'innovation ne doit jamais oublier, pardonnez-moi, sa finalité. Réussir la longévité, c'est allier l'efficience économique, on est obligé d'en parler, et l'innovation technologique humaine, mais aussi la formation de nos professionnels et l'information des usagers, des patients. Plus un patient est informé sur ce qu'il a, mieux il a de chances, en tout cas, de se relever de sa maladie ou de ses problèmes. Je vous invite à suivre les enquêtes de Aging Up, donc nos collègues de Paris Cité, qui mènent en ce moment donc une grosse étude entre 2024 et 2026 pour comprendre les besoins réels et non fantasmés des seniors. Il y a 6 pays qui sont concernés. La France, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Derrière, en fait, ce qu'ils essayent de démontrer, et je leur remercie aussi de s'impliquer avec nous dans la prévention en santé, c'est que derrière chaque algorithme se cache une vie. Voilà. À la tendance de l'ère de l'IA, on a tendance finalement à un petit peu penser algorithme et oublier que derrière, il y a des gens. Et pour réduire les inégalités de santé, la communauté scientifique internationale donc, promeut la stratégie du « Making Every Contact Count », donc le fameux MEC, un accès à la prévention à chaque contact qu'un individu peut avoir avec le système de santé, donc que ce soit santé de ville, santé à l'hôpital, santé à l'université, santé à l'école. Donc vraiment, de continuer tout le temps ce côté transversal et interministériel de chaque côté de la vie. Notre mission pour nous, c'est d'utiliser la science pour offrir non pas seulement des années de vie, mais de la dignité à chaque année gagnée. Et je vous remercie pour votre écoute.